Mon mari a exigé que je m'excuse auprès de sa meilleure amie parce que mon honnêteté avait blessé ses sentiments. Quand j'ai refusé, il a crié de colère, « Excuse-toi, ou je divorce ». J'ai accepté. Je suis allé chez elle, je l'ai regardée dans les yeux et, devant son mari, j'ai dit quelque chose qui leur a fait comprendre à tous les deux pourquoi les femmes comme moi ne s'inclinent jamais devant la vérité. Excuse-toi auprès de Scarlett ou je divorce. Mon mari Mason se tenait dans notre salon, les bras croisés, lançant cet ultimatum comme s'il négociait un contrat d'affaires au lieu de menacer de mettre fin à notre mariage de 5 ans. Son visage arborait cette expression que je n'avais que trop bien apprise à connaître ces derniers mois. Celle qui disait que j'étais déraisonnable, jalouse, impossible à gérer. Celle qui me faisait douter de ma propre santé mentale même quand je savais que j'avais raison. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de me rejoindre pour partager des histoires sur la vérité et le fait de se défendre. Si vous croyez que l'honnêteté compte plus que de maintenir la paix à tout prix, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. J'ai regardé cet homme que j'avais promis d'aimer et de chérir, et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais plus. Ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connu du tout. Parce que le maçon que je pensais avoir épousé n'exigerait pas que je m'excuse auprès de sa meilleure amie pour le crime d'avoir remarqué leur relation inappropriée. Le maçon que je pensais avoir épousé ne me manipulerait pas pour me faire croire que j'étais le problème alors que sa liaison émotionnelle avec Scarlett Pierce se déroulait sous mon nez depuis des années. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle ? J'ai entendu ma propre voix, plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. Pourquoi exactement ? Pour l'avoir traitée avec méfiance et froideur depuis le jour où tu l'as rencontrée ? Pour l'avoir fait se sentir mal à l'aise dans nos vies ? Pour être si jalouse que tu ne peux pas accepter que j'ai une amitié significative en dehors de notre mariage. La voix de Mason s'est élevée à chaque accusation comme s'il était la victime ici. Scarlett n'a été que gentille avec toi et tu as blessé ses sentiments avec ton attitude constante. Elle mérite des excuses et si tu ne peux pas les lui donner, alors je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Pas exactement un chagrin d'amour, bien que cela viendrait plus tard. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté, froide et tranchante comme une lame. Mais je m'avance un peu trop. Laissez-moi vous ramener au début, quand je croyais encore en la vie que Mason et moi construisions ensemble. Je m'appelle Aria Montgomery et pendant 5 ans, j'ai sincèrement cru que j'avais un mariage solide. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue d'été organisé par des amis communs, par l'un de ces parfaits après-midi de juillet où tout semblait possible. Mason se tenait près de la glacière quand je suis arrivé et il m'a regardé avec ce sourire sincère qui m'a fait oublier que j'étais censé jouer la carte de la décontraction. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée ce jour-là, assis sur les marches du porche arrière pendant que la fête continuait autour de nous. Il a écouté quand j'ai parlé de mon travail de graphiste. Il a posé des questions réfléchies sur mon processus de création. Il m'a parlé de la gestion des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne avec un réel enthousiasme, pas cet intérêt fin que certains hommes utilisent comme bouche-trou jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau parler d'eux-mêmes. Ce qui m'a séduite, c'est son attention aux détails. Lors de notre premier vrai rendez-vous, il s'est souvenu que je prenais mon café avec juste un soupçon de crème et sans sucre. Il m'a surprise avec des rendez-vous en librairie parce que j'avais mentionné que j'aimais l'odeur des livres neufs et l'atmosphère calme. Il m'a fait me sentir vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, comme s'il s'intéressait vraiment à qui j'étais plutôt qu'à qui il voulait que je sois. Notre mariage a eu lieu 2 ans plus tard. Nous l'avons gardé petit et significatif, organisé dans un jardin avec des guirlandes lumineuses enroulées autour de vieux chênes et des fleurs sauvages dans des bocaux sur chaque table. Nous n'avons invité que la famille proche et les amis, le genre de cérémonie intime où l'on reconnaît vraiment tout le monde et où l'on peut avoir de vraies conversations au lieu de faire la queue pour saluer les mariés. Je portais une simple robe ivoire que j'avais trouvée dans une boutique du centre-ville. Mason a pleuré pendant ses vœux. Ma mère m'a prise à part pendant la réception et m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse. Nous nous sommes installés dans notre appartement de 2 chambres dans un quartier calme où les enfants faisaient encore du vélo sur les trottoirs et où les voisins se connaissaient par leur nom. Je travaillais de chez moi en tant que graphiste indépendante, ce qui me donnait la flexibilité de gérer mon propre emploi du temps. Mason se rendait au centre-ville à son entreprise de logistique tous les matins à 7 h et rentrait vers 18 h la plupart des soirs. Nous partagions les factures équitablement. Nous cuisinions ensemble le week-end, expérimentant de nouvelles recettes et riant quand les choses tournaient mal. Nous parlions d'acheter une maison un jour, peut-être d'avoir des enfants,
et certainement de voyager plus une fois que nous aurions économisé suffisamment. La vie semblait stable, prévisible, confortable de toutes les manières que l'on m'avait appris à valoriser. Je pensais savoir exactement qui j'avais épousé et à quoi ressemblerait notre avenir. En y repensant maintenant, je réalise que je vivais dans une illusion soigneusement construite où je ne voyais que ce que Mason voulait que je voie. L'illusion a commencé à se fissurer environ 6 mois après notre mariage, lorsque Mason est rentré du travail un soir avec une excitation visible. Il m'a fait asseoir sur notre canapé et m'a dit que sa meilleure amie de l'université, Scarlett, revenait en ville après des années à travailler dans la vente de produits pharmaceutiques dans un autre état. Il la décrivait avec cette chaleur nostalgique qui semblait initialement innocente, la façon dont on parle des amis qui ont façonné notre jeunesse. Scarlett était brillante, disait-il. L'une de ces personnes naturellement charismatiques qui pouvaient vendre n'importe quoi à n'importe qui et leur faire sentir reconnaissant de l'opportunité. Elle avait été son amie la plus proche pendant leurs 2 dernières années d'université, faisant partie d'un groupe soudé qui était resté éveillé tard, résolvant les problèmes du monde et se promettant de rester connecté pour toujours, comme le font les jeunes de 20 ans. J'étais sincèrement heureuse pour Mason. Tout le monde a besoin de bons amis, surtout ceux qui vous ont connu avant que vous ne deveniez la personne que vous êtes maintenant. J'avais mes propres amis d'université dispersés dans différents états, des gens avec qui j'échangeais régulièrement des SMS et que je visitais quand c'était possible. Avoir Scarlett à proximité serait bon pour lui, pensais-je. Il avait mentionné récemment se sentir déconnecté de ses anciens amis, regrettant la camaraderie facile des gens qui partageaient une histoire avec lui. Quand j'ai finalement rencontré Scarlett lors d'un dîner que Mason a organisé dans un restaurant du centre-ville, elle était exactement comme il l'avait décrite, raffinée et sûre d'elle, comme les représentants en produits pharmaceutiques apprennent à l'être professionnellement, habillée même pour un vendredi soir décontracté avec des cheveux méchés coiffés en vagues souples et des bijoux qui témoignaient de son succès sans être ostentatoire. Elle avait ce sourire étudié qui vient d'années de réunions avec des clients, chaleureux mais légèrement impersonnel, le genre qui vous fait vous sentir bien accueilli mais pas nécessairement vu. Elle était attirante d'une manière soigneusement entretenue. Le genre de femme qui investissait clairement du temps et de l'argent dans son apparence dans le cadre de sa marque professionnelle. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la facilité avec laquelle Scarlett et Mason ont retrouvé leur rythme quelques minutes après s'être assis. Ils ont ri de professeurs que je n'avais jamais rencontrés, se sont remémorés des voyages en voiture auxquels je n'avais pas participé, ont terminé les phrases l'un de l'autre d'une manière qui démontrait une profonde familiarité. J'étais assise là, souriant et hochant la tête, essayant de participer lorsque la conversation se tournait brièvement vers moi, mais me sentant surtout comme une observatrice regardant une réunion dont je ne faisais pas partie. Ce n'était pas hostile ou délibérément exclusif. C'est juste que leur histoire commune créait un langage que je ne parlais pas, des références que je ne comprenais pas, des blagues d'initiés qui nécessitaient de longues explications pour avoir un sens pour une étrangère. Le mari de Scarlett, Elia, était là aussi. Un homme calme qui travaillait comme comptable et semblait tout aussi périphérique à la conversation. Il a croisé mon regard à un moment donné alors que Mason et Scarlett riaient de quelque chose de leur 2e année d'université, et nous avons partagé un bref regard que je n'ai pas entièrement compris à l'époque, mais que je reconnaîtrai plus tard comme une reconnaissance mutuelle de notre statut secondaire. La première petite violation de limite s'est produite si subtilement que je l'ai à peine remarquée. Quelques semaines après ce premier dîner, Scarlett a commencé à envoyer des SMS à Mason pendant nos soirées en amoureux. La première fois, nous étions dans un cinéma en attendant le début des bandes-annonces lorsque son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, a tapé une réponse rapide, puis l'a rangé avec un sourire d'excuse. 5 minutes plus tard, il a de nouveau vibré. Puis encore. Au moment où le film a réellement commencé, Mason avait échangé une 12aine de messages avec Scarlett à propos d'une présentation de travail qui la rendait nerveuse. Il s'excusait à chaque fois, promettait de ranger le téléphone, mais celui-ci continuait d'attirer son attention comme une force magnétique à laquelle il ne pouvait pas résister complètement. Ce schéma s'est répété au cours des mois suivants. Des dîners interrompus par des SMS sur des clients difficiles. Des matinées de week-end perturbées par des appels téléphoniques sur les problèmes de mariage de Scarlett avec Elia. Des soirées tardives où Mason tapait des réponses à des messages alors que nous étions assis sur le canapé, censés regarder la télévision ensemble. Chaque fois que je suggérais doucement qu'il pourrait peut-être lui répondre plus tard, Mason me regardait avec une déception à peine dissimulée, comme si je manquais un test fondamental de compréhension et de compassion. Puis il y a eu l'incident de la clé de secours. Mason a donné à Scarlett une clé de notre appartement pour les urgences sans en discuter avec moi au préalable.
Je l'ai découvert en sortant de mon bureau à domicile un mardi après-midi pour trouver Scarlett assise sur notre canapé, ses chaussures enlevées. Complètement à l'aise dans mon espace pendant que Mason lui préparait un café. Elle avait besoin d'emprunter notre Wi-Fi pour un appel client, a-t-elle expliqué joyeusement, parce que le sien était de nouveau en panne, comme si c'était un schéma récurrent que j'aurais dû connaître. Je suis resté là, dans mon propre salon, me sentant comme une intruse pendant que Scarlett discutait avec Mason de son territoire de vente et de ses structures de commission. Quand elle est finalement partie 1 heure plus tard, j'ai demandé à Mason si nous pouvions peut-être établir des limites concernant la clé de secours. Suggérer que Scarlett envoie un SMS avant de venir pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. La réponse de Mason a été immédiate et défensive. Scarlett traversait une transition difficile, a-t-il expliqué avec une patience exagérée. Nouvelle ville, mariage en difficulté, travail à haute pression. Les vrais amis se soutenaient mutuellement sans condition ni restriction. Allais-je vraiment être le genre de personne à faire passer la commodité avant la compassion ? Cette conversation est devenue un modèle pour des dizaines d'autres au cours des mois suivants. Chaque fois que j'essayais d'établir une limite, Mason le recadrait comme si j'étais inhospitalière, jalouse, incapable de gérer ses amitiés proches en dehors de notre mariage. J'ai commencé à douter de mes propres instincts, me demandant si j'étais possessive ou déraisonnable. Peut-être que c'était à cela que ressemblaient les amitiés adultes matures, et que j'étais juste trop peu sûr de moi pour le gérer. Notre 5e anniversaire est arrivé un mardi de fin septembre. J'avais fait des réservations 2 mois à l'avance au Méridien, un restaurant élégant du centre-ville connu pour son atmosphère intime et son menu qui changeait selon les saisons. Je portais la robe émeraude que Mason avait complimentée des années auparavant lors de l'un de nos premiers rendez-vous, celle qui, selon lui, faisait ressembler mes yeux à du verre de mer. J'avais planifié toute la soirée avec soin. Dîner, puis une promenade le long de la Riverwalk où nous avions eu l'une de nos premières vraies conversations. Puis retour à la maison où un cadeau attendait, un album photo relié en cuir que j'avais commandé, documentant notre relation depuis ce premier barbecue jusqu'à notre mariage et notre vie de couple. Nous en étions à la moitié de nos entrées lorsque le téléphone de Mason a commencé à vibrer sans cesse. 1 fois, 2 fois, 5 fois en succession rapide. Chaque notification fracturait un peu plus son attention jusqu'à ce qu'il soit à peine présent, ses yeux rivés sur l'écran pendant que j'étais assise en face de lui, me regardant devenir invisible en temps réel. C'est à ce moment-là que j'ai dit ces mots. Mason, c'est notre anniversaire. Et c'est là qu'il a levé les yeux avec une confusion sincère et a dit que Scarlett traversait une crise. Qu'il lui faisait juste savoir qu'elle n'était pas seule. Mais j'étais seule, assise en face de mon mari dans un restaurant cher lors de ce qui aurait dû être l'une des nuits les plus importantes de notre année, pendant qu'il apportait un soutien émotionnel à une autre femme. L'ironie était suffocante, amère dans ma bouche, se mélangeant à la nourriture que je pouvais à peine avaler. Cette nuit-là, allongé dans mon lit pendant que Mason dormait paisiblement à côté de moi, j'ai finalement admis ce que j'avais évité pendant des mois. Il y avait 3 personnes dans mon mariage, et j'étais la moins importante. 3 mois se sont écoulés après ce dîner d'anniversaire au Méridien. 3 mois pendant lesquels j'ai essayé de me convaincre que je surréagissais, que la relation de Mason avec Scarlett n'était qu'une amitié inhabituellement proche, que mon malaise était mon propre problème à résoudre. 3 mois à ravaler mes instincts et à forcer des sourires pendant que Scarlett continuait d'utiliser sa clé de secours pour passer à l'improviste, et que Mason continuait de donner la priorité à ses SMS plutôt qu'à nos conversations. Puis mon ordinateur portable est tombé en panne un mercredi matin début décembre, en plein milieu d'un projet client crucial. L'écran est devenu noir sans avertissement alors que je travaillais sur une présentation de design pour un client majeur, le genre qui pourrait conduire à un contrat à long terme si je livrais quelque chose d'impressionnant. J'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois, en maintenant différentes combinaisons de touches, même en le débranchant et en retirant la batterie. Rien n'a fonctionné. La date limite était en fin de journée, ce qui me donnait environ 6 heures pour terminer la présentation et la soumettre. La panique s'est installée immédiatement. J'avais besoin d'accéder à mes fichiers de travail qui étaient stockés dans le cloud, et j'en avais besoin rapidement. L'ordinateur portable de Mason se trouvait dans son bureau à domicile où il l'avait laissé ce matin-là avant de se rendre au centre-ville pour travailler. Il m'avait dit des dizaines de fois que je pouvais l'utiliser si j'en avais besoin, que nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre, que ce qui était à lui était à moi. Je l'ai pris sans hésiter, je l'ai allumé et je me suis connecté à mon compte de stockage en nuage via son navigateur. Les fichiers de présentation se sont chargés rapidement, et je me suis replongé dans le travail, courant contre la montre pour terminer la mise en page complexe que j'étais en train de construire.
Environ 1 heure plus tard, j'ai réalisé que je devais consulter nos documents fiscaux de l'année dernière pour vérifier certaines catégories de dépenses professionnelles que j'illustrais pour le client. Masson gardait tous nos documents financiers organisés dans des dossiers sur son ordinateur portable puisqu'il s'occupait de la plupart de nos formalités administratives. J'ai ouvert son explorateur de fichiers et j'ai navigué jusqu'à l'endroit où il gardait habituellement nos documents partagés. C'est là que je l'ai vu, enfoui parmi des fichiers de travail et des téléchargements aléatoires d'une manière qui suggérait qu'il était délibérément caché, mais pas assez bien. Un dossier intitulé « Personnel-privé ». Quelque chose dans ces deux mots ensemble a fait se nouer mon estomac par instinct avant que mon esprit conscient ne puisse traiter pourquoi. Masson et moi ne nous gardions pas de secret. Nous avions toujours fonctionné sur une base d'ouverture et d'honnêteté. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Alors, pourquoi aurait-il besoin d'un dossier marqué « privé » sur un ordinateur portable qu'il m'avait dit que je pouvais utiliser librement? Mes mains tremblaient légèrement alors que je déplaçais le curseur sur le dossier. Une partie de moi savait que je devrais fermer l'ordinateur portable et interroger Masson directement à son retour. Une partie de moi espérait désespérément trouver quelque chose d'innocent à l'intérieur. Peut-être la planification d'un anniversaire surprise ou des documents de travail sensibles qu'il n'était pas censé partager. Je l'ai ouvert en cliquant. Le dossier contenait des centaines de fichiers, photos, captures d'écran, documents remontant à 3 ans selon les horodatages. Mes yeux ont essayé de donner un sens à ce que je voyais. Mon cerveau travaillant à catégoriser et à comprendre avant que l'impact émotionnel ne puisse frapper. Masson et Scarlett assis l'un en face de l'autre à des tables de restaurant que je ne reconnaissais pas. Se penchant l'un vers l'autre dans une conversation qui semblait beaucoup plus intime qu'une amitié décontractée. Des clichés de Scarlett riant de quelque chose hors champ, son visage rayonnant d'une joie sincère. Des selfies d'eux deux ensemble, son bras autour de ses épaules, tous deux souriant comme s'ils partageaient quelque chose de précieux et de privé. Et des captures d'écran, des dizaines et des dizaines de captures d'écran de conversation par SMS entre eux. J'ai cliqué sur la première capture d'écran avec des mains devenues insensibles. L'horodatage indiquait 2 heures du matin, il y a 6 mois. Scarlett avait écrit un long paragraphe sur le sentiment d'être perdue dans son mariage avec Elia, sur le fait de se demander si elle avait fait les bons choix dans sa vie, sur le manque de la connexion qu'elle ressentait autrefois avec des gens qui la comprenaient vraiment. La réponse de Masson était tout aussi longue, validant chaque sentiment qu'elle avait exprimé, partageant ses propres pensées sur les chemins non empruntés et les connexions qui transcendent les limites de l'amitié normale. J'ai ouvert une autre capture d'écran, celle-ci datant d'1 an, tard dans la nuit encore une fois. Scarlett écrivant qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à différentes versions de sa vie, à différents choix qu'elle aurait pu faire. Masson répondant avec compréhension et ses propres aveux sur le fait de se demander, et si, d'avoir des regrets qu'il ne pouvait pas entièrement articuler à la plupart des gens. La date limite de mon client était maintenant complètement oubliée. J'étais assise, figée au bureau de Masson, cliquant sur capture d'écran après capture d'écran, regardant une relation cachée se dérouler en détail documenté. Ce n'étaient pas des nouvelles amicales sur les plans du week-end ou des conseils de travail. C'étaient des confessions émotionnelles, des conversations intimes tard dans la nuit où deux personnes partageaient leurs sentiments les plus profonds, leurs regrets et leurs désirs. Puis j'ai trouvé le message qui allait se rejouer dans mon esprit pendant des mois, gravé dans ma mémoire avec la précision de l'acide gravant le verre. Scarlett l'avait envoyé à 2h17 du matin, il y a environ 8 mois, à peu près au moment où Masson avait commencé à paraître distant et préoccupé à la maison. Le message disait, parfois, je me demande ce qu'aurait été la vie si nous nous étions mis ensemble au lieu de rester amis à l'université. Tu y penses parfois? La réponse de Masson est arrivée juste 3 minutes plus tard, suggérant qu'il était réveillé et attendait son message, ou qu'il pensait à elle à 2 heures du matin au lieu de dormir à côté de sa femme. Plus que je ne le devrais probablement, mais nous avons fait nos choix. Ça ne veut pas dire que je ne valorise pas ce que nous avons maintenant. J'ai lu ces mots 3 fois, 4 fois, 5 fois, espérant à chaque fois qu'ils se réarrangeraient d'une manière ou d'une autre en quelque chose de moins dévastateur, quelque chose qui pourrait être expliqué comme une amitié innocente. Mais le sens était limpide. Mon mari avait des sentiments pour Scarlett qui allaient bien au-delà de l'amitié. Il avait pensé à des versions alternatives de sa vie où ils étaient ensemble au lieu de simples amis. Et il valorisait ce qu'ils avaient actuellement, quoi que ce soit, assez pour le maintenir à travers des années de communication secrète. Le pire, c'était l'horodatage. 2h20 du matin. Pendant que je dormais dans notre lit, probablement inquiète pour un projet de travail ou une tâche ménagère, Masson était éveillé,
engagés dans une intimité émotionnelle avec une autre femme, discutant de relations amoureuses hypothétiques qu'ils auraient pu avoir ensemble. Je ne pouvais pas m'empêcher de creuser plus profondément maintenant. La boîte de Pandore était ouverte, et je devais voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur, peu importe à quel point cela ferait mal. J'ai fermé le dossier des captures d'écran et j'ai ouvert nos relevés de cartes de crédit communs via le portail bancaire en ligne que Mason gardait en favori sur son navigateur. J'ai commencé à chercher des schémas, à recouper les dates et les lieux. Chaque mardi après-midi des 2 dernières années, une dépense apparaissait au Riverbank Café, un bistrot chic du centre-ville que Mason n'avait jamais mentionné ni suggéré que nous visitions ensemble. Les montants étaient constamment entre 50 et 70 $, le genre de total que l'on verrait pour 2 personnes prenant un bon déjeuner avec des boissons et des apéritifs. Bien plus que ce que Mason dépenserait habituellement pour un repas décontracté. J'ai ouvert le calendrier numérique de Mason, qu'il gardait synchronisé sur tous ses appareils. C'était là, noir sur blanc, une fois que j'ai su où chercher. Chaque mardi à midi, un rendez-vous récurrent simplement intitulé « Déjeuner de travail », sans autres détails, sans nom de client, sans lieu spécifié, juste un vague bloc de 2 heures qui figurait sur son calendrier depuis des années. J'ai comparé les dates des dépenses du Riverbank Café avec les photos de son dossier caché. Elles correspondaient parfaitement. Les photos de Mason et Scarlett à des tables de restaurant avaient été prises lors de ces déjeuners du mardi. Pendant que j'étais à la maison à travailler sur des projets de design indépendants, mangeant des restes à mon bureau et supposant que mon mari prenait une bouchée rapide entre 2 réunions, il avait des déjeuners secrets hebdomadaires avec Scarlett. Des rendez-vous qui l'obligeaient à bloquer 2 heures complètes, qui impliquaient de dépenser une somme d'argent importante, qui était assez important pour être maintenu comme un schéma pendant des années. Ce n'étaient pas des rencontres amicales occasionnelles lorsque les horaires coïncidaient. C'était une tromperie délibérée, soutenue et soigneusement planifiée. Mason avait construit une vie émotionnelle parallèle avec Scarlett, avec des rendez-vous fixes, des conversations intimes tard dans la nuit et des secrets partagés, tout en rentrant à la maison et en agissant comme si tout était normal. Je suis resté assise à ce bureau pendant 2 heures d'affilée, ma présentation client complètement abandonnée alors que la date limite passait inaperçue. J'ai lu chaque capture d'écran que j'ai pu trouver. J'ai documenté chaque dépense suspecte sur notre carte de crédit. J'ai regardé chaque photo, étudiant leur langage corporel et leurs expressions faciales, voyant des choses que j'avais manquées auparavant lorsque je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Les preuves n'étaient pas ambiguës ou sujettes à interprétation. Ce n'étaient pas quelques SMS douteux qui pouvaient être expliqués comme une amitié mal interprétée. C'étaient des années d'intimité émotionnelle documentée, des preuves financières de rencontres secrètes, des preuves photographiques d'une relation qui franchissait toutes les limites qu'une personne mariée devrait respecter. Ce qui a tout aggravé, c'est la clarté soudaine sur la façon dont j'avais été complètement manipulé. Chaque fois au cours des derniers mois où j'avais exprimé mon malaise face à la présence constante de Scarlett dans nos vies, Mason m'avait fait sentir que j'étais le problème. Il m'avait qualifié de jalouse, de possessive, d'insécure, incapable de gérer des amitiés adultes matures. Il s'était positionné comme le partenaire patient et raisonnable essayant d'aider sa femme à surmonter ses soupçons infondés. Il m'avait fait douter de mes propres instincts et perceptions jusqu'à ce que je commence à croire que mon malaise était un défaut personnel que je devais surmonter. Mais mes instincts avaient crié la vérité tout ce temps. Chaque sentiment inconfortable, chaque moment de suspicion, chaque fois que je m'étais senti comme la 3e roue du carrosse dans mon propre mariage. Tout cela avait été une perception exacte d'une réalité que Mason me cachait activement tout en me manipulant pour me faire croire que j'imaginais des problèmes qui n'existaient pas. J'ai enfin compris pourquoi Mason défendait si farouchement Scarlett chaque fois que j'essayais de fixer des limites. Pourquoi il donnait la priorité à ses SMS et appels plutôt qu'à notre temps ensemble. Pourquoi il lui avait donné une clé de secours de notre appartement sans me le demander d'abord. Pourquoi il m'avait regardé avec déception et frustration chaque fois que je suggérais que leur amitié avait peut-être une dynamique malsaine. Parce que dans l'esprit de Mason, je n'étais pas sa priorité. C'était Scarlett. J'étais l'obligation, l'épouse légale, la personne chez qui il rentrait par engagement plutôt que par choix. Scarlett était la personne à laquelle il pensait à 2 heures du matin, la personne pour qui il réservait un temps spécial chaque semaine, la personne avec qui il partageait ses sentiments les plus profonds et ses regrets. J'étais devenu la 3e roue du carrosse dans mon propre mariage, et les preuves le prouvant étaient étalées sur l'écran de l'ordinateur portable de Mason avec des détails indéniables. Je suis resté assise au bureau de Mason, fixant les preuves de sa trahison jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi change et que des ombres s'étirent dans la pièce. La date limite de mon client était passée depuis des heures.
Mon téléphone avait vibré plusieurs fois avec des messages que je n'ai pas lus. Rien de tout cela n'avait plus d'importance par rapport au décombre de mon mariage étalé sur l'écran de l'ordinateur portable devant moi. Finalement, je me suis forcé à bouger. J'ai trouvé une clé USB dans le tiroir du bureau et j'ai méthodiquement tout copié. Chaque photo de Mason et Scarlett lors de ces déjeuners du mardi. Chaque capture d'écran de leur conversation nocturne sur les chemins non empruntés et les connexions qui transcendent les limites. Chaque relevé de carte de crédit montrant le schéma de rencontres secrètes s'étalant sur des années. J'ai tout organisé dans des dossiers avec des étiquettes et des dates claires. Construisant un dossier comme un avocat se préparant pour un procès. Quand j'ai eu fini, je me suis assise et j'ai attendu que quelque chose se passe en moi. Je m'attendais à des larmes, de la rage ou le genre d'effondrement émotionnel que l'on voit dans les films quand le monde de quelqu'un s'écroule. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange clarté calme, le genre qui vient après que le choc se soit complètement dissipé et que vous réalisiez que vous êtes au milieu de décombres qui ne peuvent pas être reconstruits. Il y avait presque un soulagement à cela, de savoir que je n'avais pas été folle ou paranoïaque, que mes instincts avaient eu raison depuis le début. J'ai regardé l'horloge, 15h45. Mason rentrerait vers 18h30 comme toujours, franchissant la porte avec sa mallette et le stress du travail écrit sur son visage, s'attendant à un dîner et à une conversation normale. J'ai décidé de lui donner exactement cela, du moins au début. Je voulais voir s'il pouvait s'asseoir en face de moi et prétendre que tout allait bien. Sachant ce qu'il cachait, je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner. Poulet avec des légumes rôtis, l'un des plats préférés de Mason. J'ai mis la table avec notre vaisselle habituelle, pas celle que nous réservions pour les occasions spéciales. J'ai même mis de la musique de fond, une playlist que nous aimions tous les deux, créant l'illusion de la normalité dans notre appartement qui ressemblait soudainement à un décor de théâtre plutôt qu'à une maison. Mason a franchi la porte à 18h28, pile à l'heure. Il avait l'air fatigué, sa cravate desserrée et ses cheveux légèrement en désordre après s'être passé les mains dedans comme il le faisait quand le travail le frustrait. Il a souri en me voyant dans la cuisine, a posé sa mallette et est venu m'embrasser sur la joue comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Ça sent bon, a-t-il dit, se dirigeant déjà vers notre chambre pour se changer en vêtements confortables. Journée difficile avec cette présentation client. Mon ordinateur portable était tombé en panne ce matin. Il y a une éternité. Il ne savait pas que j'avais passé la journée à découvrir sa liaison émotionnelle au lieu de travailler. On peut dire ça, ai-je répondu, ma voix stable. Je l'ai laissé se détendre pendant exactement 15 minutes, assez longtemps pour qu'il enfile un pantalon de survêtement et un t-shirt, se verse un verre de vin rouge de la bouteille que nous gardions sur le comptoir, et s'installe à sa place habituelle sur le canapé avec son téléphone. Je l'ai regardé faire défiler ses messages, probablement en train d'envoyer un SMS à Scarlett sur sa journée, complètement inconscient de ce qui allait arriver. Puis je me suis approché avec son ordinateur portable, déjà ouvert sur ce dossier caché avec ses centaines de fichiers incriminants. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, la table basse entre nous, comme une barrière ou peut-être un fossé de protection. J'ai tourné l'écran pour qu'il puisse le voir clairement et j'ai posé la question la plus simple que je pouvais formuler. Qu'est-ce que c'est ? Mason a levé les yeux de son téléphone, la confusion traversant son visage alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Puis j'ai vu la reconnaissance le frapper. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Sa bouche s'est ouverte comme pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Pendant peut-être 3 secondes, la panique a traversé ses traits, brute et sans défense. Puis elle a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Son expression a viré à la défensive si rapidement que j'ai failli manquer la transition. Tu as fouillé dans mes fichiers privés. Sa voix s'est élevée avec une indignation immédiate comme si j'étais celle qui avait commis une violation impardonnable. Aria, qu'est-ce que tu fous ? Ce sont mes affaires personnelles. Tu n'avais pas le droit de fouiner dans mon ordinateur portable. L'audace de sa réaction m'a stupéfié un instant. Il ne niait pas ce qu'il y avait dans le dossier. Il ne s'excusait pas et n'essayait pas d'expliquer. Son premier réflexe a été de faire de moi la méchante pour avoir découvert sa trahison. J'utilisais ton ordinateur portable parce que le mien est tombé en panne pendant une échéance de travail, ai-je dit, en gardant ma voix calme et posée. J'avais besoin d'accéder à nos documents fiscaux et j'ai trouvé un dossier intitulé « Privé » qui contenait les preuves d'une liaison émotionnelle de plusieurs années avec Scarlett. Alors, oui, je l'ai regardé et maintenant je te demande de l'expliquer. Mason a posé son verre de vin avec plus de force que nécessaire. Il n'y a rien à expliquer.
tu interprètes mal une amitié parce que tu n'as jamais pu supporter que je sois proche de Scarlett. C'est exactement le genre de comportement jaloux avec lequel j'essaie d'être patient depuis des mois. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Il allait vraiment essayer de me manipuler alors que les preuves se trouvaient entre nous sur l'écran de son ordinateur portable. Mason, j'ai lu les SMS. J'ai vu les photos de vos déjeuners secrets du mardi. J'ai trouvé les frais de carte de crédit au Riverbank Café chaque semaine pendant 2 ans. Ce n'est pas moi qui interprète mal une amitié. C'est toi qui as une liaison émotionnelle et qui ment à ce sujet. Ce n'est pas une liaison. Mason s'est levé, arpentant la pièce maintenant, sa voix prenant ce ton exaspéré qu'il utilisait pour expliquer quelque chose qu'il pensait évident. Scarlett et moi sommes des amis proches. Nous le sommes depuis l'université. Oui, nous parlons de choses profondes. Oui, nous nous rencontrons régulièrement pour déjeuner. C'est à cela que ressemble une véritable amitié, Arya. Une connexion profonde, une honnêteté émotionnelle, un soutien mutuel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amitié comme ça que c'est inapproprié. Chaque phrase était une déviation soigneusement construite, recadrant sa trahison comme mon inadéquation. J'avais déjà entendu ces tactiques, mais jamais de manière aussi flagrante. Jamais alors que des preuves tangibles se trouvaient entre nous, prouvant qu'il mentait. Elle t'a envoyé un SMS à 2 heures du matin pour te demander si tu avais déjà pensé à ce qu'aurait été la vie si vous vous étiez mis ensemble au lieu de rester amis, ai-je dit, ma voix plus dure maintenant. Tu as répondu que tu y pensais plus que tu ne le devrais probablement. Ce n'est pas de l'amitié, Mason. C'est de l'infidélité émotionnelle. Tu déformes les choses. Il a cessé de faire les 100 pas et s'est tourné pour me faire face directement, en sortant des conversations privées de leur contexte et en construisant un récit dans ta tête parce que tu es peu sûr de toi à propos de mes amitiés. Scarlett et moi parlons parfois de scénarios hypothétiques. Cela ne signifie pas que quelque chose d'inapproprié se passe. La dispute a duré 2 heures, tournant autour des mêmes points, Mason déviant et recadrant chaque élément de preuve que je présentais. Il avait une explication pour tout. Les SMS tard dans la nuit n'étaient que des amis se soutenant mutuellement dans des moments difficiles. Les déjeuners secrets étaient des rattrapages réguliers qu'il ne mentionnait pas parce qu'il savait que je réagirais mal. Les conversations intimes étaient normales pour des personnes qui avaient une histoire et une profonde compréhension l'une de l'autre. Chaque fois que je soulignais comment son comportement avait franchi les limites, il répliquait que c'était moi qui avais le problème. J'étais trop jalouse pour gérer des amitiés adultes matures, trop possessive pour accepter qu'il ait des liens significatifs en dehors de notre mariage, trop peu sûre de moi pour croire que les hommes et les femmes pouvaient être proches sans que ce soit romantique. J'étais épuisé de défendre la réalité contre sa version révisée. J'avais mal à la tête à cause de la logique circulaire et de la déviation constante. Mais j'ai continué à insister parce que j'avais besoin de l'entendre reconnaître la vérité. J'avais besoin qu'il arrête de mentir et qu'il assume réellement la responsabilité de ce qu'il avait fait. C'est à ce moment-là que Mason a prononcé la déclaration qui scellerait le destin de notre mariage. Il se tenait au milieu de notre salon, les bras croisés et la mâchoire serrée de détermination. Sa voix a pris ce ton condescendant que j'avais appris à reconnaître au cours des derniers mois. Celui qui suggérait qu'il était l'adulte face à un enfant difficile. Si quoi que ce soit, Arya, tu dois des excuses à Scarlett. Les mots sont restés en suspens entre nous. Je l'ai regardée, sincèrement choquée au point d'en rester silencieuse. Elle n'a été que gentille avec toi au fil des ans, a poursuivi Mason, s'échauffant dans son argumentation. Elle a essayé de t'inclure, a essayé d'être amicale, et tu l'as traitée avec méfiance et froideur depuis le jour où tu l'as rencontrée. Elle sait que tu ne l'aimes pas. Elle m'a dit que ton attitude envers elle la blesse. Comment tu essaies toujours de limiter notre amitié? Il était vraiment en train de faire ça. Il essayait vraiment de faire de sa partenaire de liaison émotionnelle la victime et de moi l'agresseur qui devait s'excuser. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? J'ai entendu ma propre voix, étrangement calme, malgré la rage qui montait en moi. Pourquoi exactement? Pour avoir remarqué que mon mari avait une liaison émotionnelle? Pour être mal à l'aise avec des limites inappropriées? Pour avoir fait confiance à mes instincts alors que tu as passé des mois à essayer de me convaincre qu'ils étaient faux? Pour être jalouse et possessive et incapable de me gérer ayant des amitiés proches, a élevé la voix Mason. Pour avoir fait sentir à Scarlett qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle était jugée alors qu'elle n'a rien fait de mal. Elle mérite des excuses, et si tu ne peux pas les lui donner, alors je dois sérieusement reconsidérer ce mariage.
La pièce est devenue absolument silencieuse après ces mots. Même la musique de fond semblait s'estomper. Mason se tenait là, les bras croisés et son expression figée, croyant clairement qu'il détenait tout le pouvoir en ce moment. Il pensait qu'il me mettait au pied du mur, me forçant à choisir entre ma fierté et mon mariage, me faisant plier à sa volonté comme il l'avait fait pendant des mois avec de plus petites choses. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Quelque chose a basculé en moi dans ce silence, froid, clair et absolument certain. J'ai regardé mon mari, cet homme qui exigeait que je m'excuse auprès de sa partenaire de liaison émotionnelle pour le crime d'avoir remarqué leur relation inappropriée et j'ai réalisé qu'il venait de me donner l'arme parfaite. Si Mason voulait des excuses, il en aurait, mais pas du genre qu'il attendait. J'ai laissé le silence s'étirer un peu plus longtemps, le regardant se tenir là dans sa certitude bien pensante. Puis j'ai parlé d'une voix beaucoup plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. D'accord. L'expression de Mason a viré à la surprise. Il s'attendait clairement à plus d'arguments. Je m'excuserai auprès de Scarlett, ai-je poursuivi, mon ton complètement raisonnable. Mais faisons-le correctement, chez elle, avec Elia aussi. Si je dois m'excuser d'avoir blessé ses sentiments, je veux le faire juste devant nos deux conjoints pour que tout le monde puisse entendre ce que j'ai à dire. Le visage de Mason s'est illuminé de soulagement et de quelque chose qui ressemblait étrangement à du triomphe. Il a vraiment souri, croyant qu'il avait gagné, qu'il m'avait réussi à me briser pour me faire obéir et à établir la priorité permanente de Scarlett dans sa vie. Vraiment, tu feras ça? Sa voix était maintenant avide, satisfait de lui-même. Absolument, ai-je dit. Planifie ça pour ce samedi soir. Je veux m'assurer que tout le monde est là. Je préparerai ce que je veux dire. Mason a hoché la tête avec enthousiasme, sortant déjà son téléphone pour envoyer un SMS à Scarlett au sujet des arrangements. Je l'ai regardé taper, j'ai regardé son visage se détendre pour la première fois de la soirée, et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une clarté froide. Il n'avait aucune idée de ce que je préparais réellement. Aucune compréhension qu'il venait d'arranger la scène parfaite pour que je fasse exploser la vérité devant tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Mason a passé le reste de la soirée à envoyer des SMS à Scarlett au sujet des arrangements, son visage rayonnant de satisfaction chaque fois qu'elle répondait. Je l'ai observé de l'autre côté de la pièce, cet homme qui croyait venir de remporter une victoire significative, et je n'ai ressenti qu'une détermination froide s'installer plus profondément en moi. Le lendemain matin, jeudi, je me suis réveillé avec une clarté absolue sur ce qui devait se passer avant samedi soir. Mason est parti travailler à son heure habituelle, m'embrassant sur le front et me rappelant de réfléchir à ce que je voulais dire dans mes excuses. Dès que sa voiture a quitté notre parking, je suis retourné à son ordinateur portable. J'ai passé 3 heures à tout documenter méthodiquement. J'ai pris des captures d'écran détaillées de chaque conversation compromettante, les organisant chronologiquement de manière à montrer une progression claire. Les premiers messages d'il y a 3 ans étaient assez amicaux, le genre de SMS que l'on pourrait échanger avec n'importe quel ami proche. Mais ils se sont ensuite transformés progressivement en quelque chose de plus profond, de plus intime, franchissant les limites par incréments assez petits pour que Mason se soit peut-être convaincu que chaque étape individuelle était innocente. La deuxième année, Scarlett lui envoyait des SMS tard dans la nuit pour lui dire qu'elle se sentait déconnectée d'Elia, qu'elle regrettait le genre d'intimité émotionnelle qu'elle avait autrefois avec des gens qui la comprenaient vraiment. Mason répondait par des paragraphes validant chaque sentiment, partageant ses propres difficultés à se sentir vraiment vu et apprécié. Ils ont commencé à s'appeler par des surnoms, à dire des choses comme « Tu sais toujours exactement ce que j'ai besoin d'entendre » et « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans ma vie ». J'ai tout organisé dans des dossiers étiquetés par année et par mois, créant une chronologie qu'il serait impossible de rejeter ou d'expliquer. Ensuite, j'ai compilé les preuves financières, en extrayant nos relevés de cartes de crédit commun et en surlignant chaque déjeuner du mardi au Riverbank Café des 2 dernières années. J'ai calculé le montant total que Mason avait dépensé pour ses déjeuners secrets. Plus de 7 000 $ en repas avec une autre femme alors que nous étions censés économiser pour un acompte sur une maison. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac d'une manière différente. Enfoui dans la boîte de réception de Mason se trouvaient des reçus pour des cadeaux qu'il avait achetés pour Scarlett. Un foulard en soie de créateur de Nordstrom pour son anniversaire l'année dernière, 250 $. Une bouteille de vin français cher pour sa promotion il y a 6 mois, 180 $. Des fleurs livrées à son bureau de vente de produits pharmaceutiques lorsqu'elle a conclu une affaire importante, 75 $ avec une carte qui disait « J'ai toujours su que tu pouvais le faire. Si fier de toi. »
Ce n'étaient pas des gestes amicaux occasionnels. C'était le genre de cadeau que l'on achète à quelqu'un avec qui on est impliqué sentimentalement, quelqu'un dont les réalisations et les étapes importantes comptent profondément pour vous. Les messages sur les cartes étaient affectueux d'une manière qui franchissait toutes les limites professionnelles et platoniques. J'ai tout imprimé, créé des sauvegardes numériques sur 3 comptes de stockage en nuages distincts auxquels Mason n'avait pas accès, et j'ai même enregistré des copies sur 2 clés USB différentes que j'ai cachées à des endroits séparés. Je ne prenais aucun risque qu'il puisse supprimer ou manipuler des preuves avant la confrontation de samedi. Le jeudi après-midi, j'avais constitué un dossier béton. Mais il me restait encore une chose à faire. Quelque chose qui exigeait un courage que je n'étais pas tout à fait sûr de posséder. Je devais appeler Elia Pierce. Je suis resté assise à la table de notre cuisine à regarder mon téléphone pendant 10 minutes avant de finalement trouver ses coordonnées. Mason les avait enregistrées dans nos contacts partagés depuis toutes les fois où nous avions coordonné des dîners en couple et des rencontres sociales. J'avais probablement parlé directement à Elia moins d'une douzaine de fois pendant toutes les années où je l'avais connu. Il était calme, réservé, le genre de personne qui observe plus qu'il ne participe aux conversations. Mais j'avais vu quelque chose dans ses yeux lors de ces rassemblements, surtout ces derniers mois. Une sorte de conscience résignée qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Le même regard que j'avais probablement moi-même avant de trouver les preuves concrètes. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Une partie de moi se demandait si j'allais trop loin, si je devais simplement laisser la confrontation de samedi se produire sans l'impliquer au préalable. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été manipulée pendant des mois, savait qu'Elia méritait la courtoisie d'un avertissement. Il méritait de savoir que son monde était sur le point de changer. J'ai appuyé sur appeler. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix professionnelle et légèrement perplexe. C'est Elia. Bonjour Elia, c'est Aria Montgomery, la femme de Mason. J'ai gardé ma voix stable et neutre. Il y a eu une brève pause. Aria, est-ce que tout va bien? Je vous appelle parce que Mason a organisé pour moi de venir chez vous samedi soir pour m'excuser auprès de Scarlett. Il a insisté pour que les excuses aient lieu devant vous deux, et je voulais m'assurer que vous seriez à la maison pour cela. Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais presque l'entendre traiter les couches de sens sous mes mots. Quand il a de nouveau parlé, sa voix avait changé, était devenue plus alerte et concentrée. Je serai là. Pas de questions sur la raison des excuses. Pas de confusion sur la raison pour laquelle je l'appelais directement au lieu de laisser Mason tout coordonner. Juste une compréhension et un accord immédiat. Merci, ai-je dit doucement. Puis, parce que j'avais besoin qu'il comprenne ce qui se passait vraiment, j'ai ajouté, je pense qu'il y a des choses que vous devriez savoir, des choses qui se sont passées que vous avez peut-être soupçonnées mais dont vous n'aviez pas la preuve. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de reconnaissance. Finalement, Elia a parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Merci de m'avoir appelé. Ces 5 mots portaient le poids d'années de suspicion, d'avoir été traité de paranoïaque ou d'hypersensible, de regarder l'attention et l'affection de sa femme se diriger vers quelqu'un d'autre tout en se sentant comme le problème pour l'avoir remarqué. Vous méritez de connaître la vérité, ai-je dit. Nous le méritons tous les deux. Je serai là samedi, a-t-il répété. Et Aria. Quoi que vous prévoyiez de dire, je suis prêt à l'entendre. Nous avons raccroché sans rien dire de plus. Je suis resté assise à regarder mon téléphone, sentant le poids de ce que je venais de mettre en mouvement. Elia savait que quelque chose se préparait maintenant. Il serait préparé, alerte, à l'affût de la vérité que j'étais sur le point de révéler. Pendant ce temps, Mason est rentré ce soir-là d'excellente humeur. Il avait apparemment déjeuné avec Scarlett ce jour-là, leur mardi habituel ayant été déplacé au jeudi cette semaine pour des raisons d'horaire. Il a parlé avec enthousiasme de la gratitude de Scarlett que j'ai accepté de m'excuser, de l'importance que cela aurait pour elle de mettre les choses au clair, de la façon dont cela renforcerait vraiment toutes nos relations à l'avenir. J'ai hoché la tête et souri tout en examinant intérieurement les preuves que j'avais compilées. Vendredi, c'était plus ou moins la même chose. Mason m'a coaché à plusieurs reprises sur ce qu'il fallait dire pendant les excuses. Il avait même rédigé des points à puce sur son téléphone que je devais aborder. Reconnaître ma jalousie. Admettre que j'avais mal interprété leur amitié. Remercier Scarlett pour sa patience avec mes insécurités. Exprimer ma gratitude qu'elle ait été disposée à me donner une autre chance. Il a même suggéré que j'apporte une bouteille de vin cher en guise d'offrande de paix. Vraiment?
Montre-lui que tu es sérieuse dans tes excuses, a-t-il dit avec ferveur. J'ai accepté tout. J'ai pratiqué les expressions faciales humbles qu'il suggérait. J'ai posé des questions de clarification sur le ton et le langage corporel pour lui faire croire que je me préparais sincèrement à présenter les excuses qu'il avait scénarisées. À chaque séance de coaching, la confiance de Mason grandissait visiblement. Ses épaules se détendaient. Il souriait plus facilement. Il avait réussi à entraîner sa femme à accomplir une soumission publique qui cimenterait la priorité permanente de sa partenaire de liaison émotionnelle dans sa vie. Vendredi soir, il m'a même serré dans ses bras et m'a dit qu'il était fier de moi d'être assez mature pour surmonter mes problèmes. Je l'ai serré en retour, sentant le poids inhabituel de la tromperie délibérée. Je n'avais jamais été doué pour mentir ou cacher mes sentiments, mais quelque chose avait changé en moi depuis la découverte de ce dossier caché sur son ordinateur portable. J'avais appris du maître. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit à côté de Mason, l'écoutant respirer paisiblement, complètement inconscient que demain ferait exploser son monde soigneusement construit. Le sommeil ne venait pas. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner en rond sur ce que je préparais, l'examinant sous tous les angles, remettant en question mes propres motivations et méthodes. Étais-je en train de devenir vindicative? L'humiliation publique était-elle vraiment la réponse? Ou étais-je juste blessé et en train de me déchaîner de la manière la plus dommageable possible? Elia méritait-il vraiment de voir son mariage détruit devant des témoins? Ou aurais-je dû trouver une manière plus douce de lui dire la vérité? Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me souvenais de moments précis des derniers mois. Le visage de Mason illuminé par l'écran de son téléphone lors de notre dîner d'anniversaire alors que j'étais assise, invisible, en face de lui. Les regards déçus qu'il m'avait lancés chaque fois que j'essayais de fixer des limites avec Scarlett. Le ton patient et condescendant qu'il utilisait pour expliquer pourquoi mon malaise avec leur relation était en fait ma propre défaillance personnelle. La façon dont il m'avait fait douter de ma propre santé mentale et de mes instincts tout en entretenant une liaison émotionnelle cachée qui prouvait que j'avais eu raison depuis le début. J'ai pensé à toutes les femmes qui se taisent parce que dire la vérité met les autres mal à l'aise. Qui s'excuse d'avoir raison parce que c'est plus facile que de rester ferme. Qui endosse la responsabilité des trahisons des autres parce que c'est ce qu'on leur a appris à faire. Et j'ai réalisé que ce que je préparais n'était pas une vengeance mesquine. C'était la justice, la clarté, et le genre de vérité qui brise les mensonges confortables dans lesquels les gens vivent depuis trop longtemps. Quand l'aube a finalement percé à travers la fenêtre de notre chambre, peignant les murs d'une lumière dorée pâle, je me suis levé avec une certitude absolue. Je n'étais plus nerveuse. Je ne remettais plus en question ma décision. J'étais prête à présenter les excuses que Mason avait exigées, mais pas celles qu'il avait scénarisées. Samedi était arrivé, et le soir venu, tout le monde connaîtrait enfin la vérité. Samedi est arrivé avec un ciel clair et des températures qui appartenaient plus à début septembre qu'à fin octobre. J'ai passé la matinée à me déplacer dans notre appartement comme quelqu'un qui se prépare pour une bataille. Bien que Mason ait interprété ma concentration silencieuse comme de la nervosité à propos des excuses, il n'arrêtait pas de me rassurer en disant que tout irait bien, que Scarlett attendait sincèrement avec impatience de mettre les choses au clair, que cette soirée marquerait un nouveau départ pour nous tous. Je l'ai laissé croire ce qu'il avait besoin de croire. À 17h, j'étais habillé d'une simple robe bleu marine qui trouvait le juste équilibre entre le respect et la sobriété. Rien de trop formel qui pourrait suggérer que je faisais une production dramatique de tout cela. Rien de trop décontracté qui pourrait laisser entendre que je ne prenais pas les excuses au sérieux. Mason avait choisi la bouteille de vin cher ce matin-là, un millésime français qui coûtait plus que ce que nous dépensions habituellement en une semaine d'épicerie. Il l'a emballée soigneusement et l'a placée dans un sac cadeau avec du papier de soie, la traitant comme une sorte d'offrande de paix qui scellerait notre réconciliation. Nous avons quitté notre appartement à 18h15 pour le trajet de 25 minutes jusqu'à la maison de Scarlett et Elia. Mason a insisté pour que nous prenions sa voiture et que nous arrivions ensemble, présentant ce qu'il appelait un « front uni ». Il conduisait d'une main sur le volant, l'autre se posant de temps en temps sur mon genou dans ce qu'il pensait probablement être un réconfort. Il a parlé tout le long du trajet de l'importance de ce geste, de sa fierté que je sois assez mature pour surmonter mes problèmes, de la façon dont notre mariage serait plus fort une fois que nous aurions surmonté cette mauvaise passe. J'ai regardé les rues de banlieue défiler par la fenêtre passager. Des maisons en briques, des petits jardins et des familles profitant de la soirée inhabituellement chaude. Tout semblait si normal, si ordinaire. Des gens promenant leurs chiens, des enfants faisant du vélo et quelqu'un lavant sa voiture dans une allée.
Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée que dans l'une de ces maisons d'apparence similaire, 4 vies étaient sur le point d'exploser d'une manière qui ne pourrait pas être réparée. Mason n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil avec cette expression pleine d'espoir mêlée à une nervosité à peine dissimulée. Une partie de lui se demandait probablement si j'allais vraiment présenter les excuses qu'il avait scénarisées ou si j'allais me défiler à la dernière minute et le mettre dans l'embarras. Je pouvais le voir chercher sur mon visage des signes de rébellion ou de résistance. Cherchant toute indication que je pourrais dévier de la performance qu'il avait si soigneusement chorégraphiée. Je ne lui ai rien donné. Mon expression est restée neutre, peut-être légèrement anxieuse, comme quelqu'un pourrait l'être avant une conversation inconfortable mais nécessaire. Je tenais soigneusement le sac de vin sur mes genoux. J'ai hoché la tête quand il a parlé. J'ai souri quand il m'a serré le genou. J'étais l'image d'une épouse contrite prête à faire amende honorable et à aller de l'avant. Quand nous nous sommes garés devant la maison de Scarlett et Elia à 18h40 précise, j'ai remarqué que toutes les lumières intérieures étaient allumées. À travers les grandes fenêtres de devant, je pouvais voir dans leur salon où Scarlett se déplaçait, arrangeant quelque chose sur leur table basse. Même depuis la voiture, je pouvais dire qu'elle s'était donné du mal pour cette occasion, préparant la scène pour ce qu'elle croyait être sa validation et ma soumission publique. Mason s'est garé dans leur allée, a coupé le moteur et est resté assis un moment, les mains toujours sur le volant. Puis il s'est tourné vers moi avec une expression d'émotion si sincère que j'ai presque eu pitié de lui. « Merci de faire ça », a-t-il dit doucement. « Je sais que ce n'est pas facile, mais cela signifie tout pour moi, Aria. Tout. Notre mariage sera tellement plus fort après ce soir. Tu verras. » J'ai regardé mon mari. Cet homme qui m'avait manipulé pendant des mois tout en entretenant une liaison émotionnelle, qui avait exigé que je m'excuse auprès de sa partenaire de liaison pour le crime d'avoir remarqué leur relation inappropriée, qui croyait sincèrement que cette soirée renforcerait notre mariage en cimentant la priorité permanente d'une autre femme dans sa vie. Je sais qu'il le sera, ai-je dit en lui serrant la main en retour. C'était le dernier moment où Mason me regarderait avec confiance ou affection, bien qu'il ne le sache pas encore. Nous avons monté les marches de la porte d'entrée ensemble, Mason portant le vin dans son sac à dos. Il a sonné, même si à travers la fenêtre nous pouvions voir Scarlett se diriger déjà vers nous. Elle a ouvert la porte avant même que la sonnerie ne se termine, son sourire large dissimulant à peine sa suffisance. Elle était parfaite, bien sûr. Un jean de créateur qui coûtait probablement $300, associé à un chemisier en soie crème qui avait cette élégance naturelle que les vêtements chers parviennent toujours à projeter. Ses cheveux méchés tombaient en vagues professionnellement coiffés. Son maquillage était impeccable, même pour un samedi soir décontracté à la maison. Elle s'était clairement habillée pour l'occasion comme quelqu'un qui s'attend à être photographié pour un reportage de magazine de style de vie sur l'art de vivre avec grâce. Mason, Aria, entrez. Sa voix était chaleureuse et accueillante, jouant l'hôtesse gracieuse recevant des invités. Elle était sincèrement heureuse de nous voir. Elle s'est écartée avec une fioriture, nous invitant à entrer dans leur maison. Je suis si contente que nous fassions cela. Vraiment, mettre les choses au clair sera bon pour nous tous. Mason lui a tendu le vin avec un sourire. Scarlett a fait des bruits d'appréciation appropriés sur l'étiquette et le millésime, bien que j'ai remarqué qu'elle l'a mis de côté sans grand intérêt sincère. Elle était concentrée sur moi, étudiant mon visage et mon langage corporel, essayant de jauger à quel point Mason m'avait brisé pour me faire obéir. Elia est apparue de la direction de leur cuisine. Et au moment où nos yeux se sont croisés, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de savoir. Il était alerte, vigilant, prêt à l'impact. Son expression n'avait rien de l'épuisement résigné que j'avais vu lors de précédentes rencontres sociales. Il savait que quelque chose d'important allait se passer, et contrairement à Mason et Scarlett, il était préparé à ce que ce soit inconfortable. Aria, Mason. Il a hoché la tête vers nous deux, sa voix neutre et professionnelle. Puis ses yeux ont de nouveau croisé les miens pendant une fraction de seconde, et j'y ai vu de la reconnaissance. Une reconnaissance, peut-être même de la gratitude. Nous nous sommes tous déplacés dans leur salon selon une chorégraphie tacite qui semblait répéter bien qu'aucun de nous ne les planifiait. Scarlett et Elia se sont installés sur leur canapé sectionnel gris, assis assez près pour paraître unis, mais avec suffisamment d'espace entre eux pour suggérer la distance dans leur mariage. Mason et moi avons pris des fauteuils assortis positionnés en face d'eux, une table basse en verre créant une barrière entre nous. La table basse contenait des verres de vin déjà versés, un plateau de fromage soigneusement arrangé avec ce qui semblait être des sélections coûteuses d'une boutique spécialisée, de petites assiettes et des serviettes positionnées juste comme il faut.
Scarlett avait clairement passé du temps à mettre en scène cette scène, créant le cadre parfait pour recevoir des excuses qui valideraient des années de violation de limites et de comportements inappropriés. La pièce elle-même semblait théâtrale sous l'éclairage vif, comme si nous étions tous des acteurs à qui on avait donné des scénarios, sauf que seul moi connaissais la véritable intrigue qui allait se dérouler. Mason s'est installé dans son fauteuil et m'a fait un signe de tête encourageant. Son expression rayonnait d'une excitation à peine contenue mêlée de soulagement. Il pensait avoir gagné. Il avait réussi à entraîner sa femme à accomplir une soumission publique qui cimenterait la position permanente de sa partenaire de liaison émotionnelle dans sa vie tout en mettant sa véritable femme à sa juste place de moindre priorité. Scarlett a joint les mains sur ses genoux avec une attente gracieuse, sa posture parfaite, son expression soigneusement arrangée en un pardon magnanime. Elle était prête à recevoir ma contrition et à accepter mes excuses avec le genre d'esprit généreux qui la ferait paraître encore meilleure aux yeux de Mason. Elias est légèrement adossé contre les coussins du canapé, les bras croisés lâchement, observant tout avec une intensité concentrée. Il était la seule personne dans cette pièce, à part moi, qui comprenait que quelque chose était sur le point de basculer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mon verre de vin sur la table basse. Le son du verre rencontrant le bois semblait anormalement fort dans le silence expectant. J'ai regardé directement Scarlett, soutenant son regard, et j'ai commencé à parler d'une voix calme et mesurée qui ne laissait rien transparaître. Scarlett, je veux commencer par dire que Mason avait absolument raison. J'ai fait une pause, laissant ces mots s'installer dans la pièce, regardant son sourire s'élargir légèrement de validation. Je te dois des excuses. Une autre pause. La posture de Scarlett s'est détendue d'une fraction. Le visage de Mason s'est illuminé de soulagement et de satisfaction. L'expression d'Elia n'a pas du tout changé, mais j'ai vu ses yeux s'aiguiser d'attention. Mais pas pour les raisons que tu penses. L'atmosphère dans ce salon a changé si radicalement que j'ai presque pu sentir la pression de l'air changer. Le sourire encourageant de Mason a vacillé et s'est figé sur son visage. L'expression de Scarlett est passée d'une acceptation gracieuse à une incertitude prudente. Elias est légèrement penché en avant, toute son attention maintenant fixée sur moi, chaque muscle de son corps en alerte. J'ai continué de cette même voix calme et mesurée, sans élever le volume ni changer de ton, simplement en disant la vérité avec le genre de clarté qui vient d'une certitude absolue. Je m'excuse d'être resté silencieuse alors que j'aurais dû parler il y a des années. Je m'excuse d'avoir permis à toi et à Mason de continuer une liaison émotionnelle juste sous mon nez tout en me convainquant que j'étais folle de me sentir mal à l'aise. Mason a essayé d'interrompre, sa voix vive d'avertissement. Arya, qu'est-ce que tu... J'ai levé la main, le coupant au milieu de sa phrase sans même le regarder. Mes yeux sont restés fixés sur le visage de Scarlett, regardant sa façade soigneusement construite commencer à se fissurer. Laisse-moi finir. Tu as exigé des excuses. Je t'en donne une. J'ai tourné mon attention vers Elia, dont le visage était devenu complètement immobile. J'ai sorti mon téléphone avec des mains qui étaient stables malgré tout, j'ai ouvert le dossier que j'avais si soigneusement organisé au cours des derniers jours, et j'ai commencé à parler de ce même ton mesuré. Je m'excuse auprès d'Elia, en fait, parce qu'il méritait de connaître la vérité sur sa femme bien avant ce soir. Au cours des 3 dernières années, Mason et Scarlett se sont rencontrés tous les mardis pour des déjeuners secrets au Riverbank Café. Ils ont eu des conversations par SMS tard dans la nuit sur des choix de vie alternatifs qu'ils auraient aimé faire ensemble, sur des regrets intimes et des connexions émotionnelles qui franchissent toutes les limites qu'une personne mariée devrait respecter. J'ai tendu mon téléphone directement à Elia, regardant son visage alors qu'il le prenait avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru l'écran, lisant le premier message, puis faisant défiler jusqu'au suivant, puis au suivant. La couleur a quitté son visage si complètement qu'il avait l'air d'être malade. Mais ses mains ont continué à bouger, à faire défiler, examinant méthodiquement chaque élément de preuve que j'avais compilé. Mason était maintenant debout, sa voix s'élevant de panique. Elia, n'écoute pas ça. Elle sort les choses complètement de leur contexte. Tu sais comment Arya est à propos de mon amitié avec Scarlett. Elle a toujours été jalouse et maintenant elle essaie de détruire. Depuis combien de temps? La voix d'Elia a coupé l'explication de Mason comme une lame à travers du papier. Il n'a pas élevé le volume. Il n'en avait pas besoin. La froideur de ces 2 mots a fait taire tout le reste dans la pièce. Il regardait toujours mon téléphone, faisant toujours défiler les messages, mais sa question était dirigée vers Scarlett avec une précision absolue. La pièce est tombée dans un silence si complet que je pouvais entendre la montre de quelqu'un tic-taquer de l'autre côté de la table basse.
La bouche de Scarlett s'est ouverte et fermée plusieurs fois. Son expression parfaitement composée s'était maintenant complètement fissurée, des larmes se formant dans ses yeux soigneusement maquillés. Elle a d'abord tenté le déni réflexe, sa voix tremblante. Ce n'est pas ce que tu crois. Mason et moi sommes juste des amis proches. Nous avons toujours été proches. Il n'y a rien de physique entre nous. Rien d'inapproprié ne s'est réellement passé. Elia a finalement levé les yeux de mon téléphone et l'expression sur son visage m'a même fait reculer. Ce n'était pas exactement de la rage, bien qu'elle soit là. C'était quelque chose de plus froid et de plus dévastateur. La reconnaissance, la justification. Des années de suspicion refoulées ayant enfin la permission de faire surface. Je n'ai pas demandé si tu avais couché avec lui, a dit Elia, sa voix toujours contrôlée mais portant un courant de fureur sous-jacent qui était plus effrayant que des cris ne l'auraient été. J'ai demandé depuis combien de temps tu as une liaison émotionnelle avec Mason tout en me faisant sentir fou de le remarquer. Le parallèle avec ma propre expérience était si parfait qu'il semblait orchestré. Nous avions tous les deux vécu le même cauchemar de manipulation, juste sous des angles différents et dans des mariages différents. On nous avait dit à tous les deux que nous étions paranoïaques ou peu sûrs de nous ou incapables de gérer des amitiés adultes matures. On nous avait tous les deux fait sentir comme le problème pendant que nos conjoints entretenaient une relation inappropriée juste devant nous. La façade soigneusement entretenue de Scarlett s'est complètement effondrée. Des larmes ont coulé sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Elia, s'il te plaît. Tu te méprends. Nous n'avons jamais voulu que quoi que ce soit. 3 ans. La voix d'Elia était maintenant plate, lisant les horodatage sur mon téléphone. Selon ses messages, cela dure depuis au moins 3 ans. 3 ans de déjeuner secret. 3 ans de conversations nocturnes sur le regret de tes choix de vie. 3 ans où tu lui as dit des choses que tu ne m'as jamais dites. Il a fait défiler plus loin, sa mâchoire se resserrant alors qu'il lisait. En voici un d'il y a 8 mois où Scarlett demande à Mason s'il pense parfois à ce qu'aurait été la vie s'il s'était mis avec elle au lieu de rester amis. Et Mason répond qu'il y pense plus qu'il ne le devrait probablement. Mason avait retrouvé sa voix, mais au lieu de s'excuser ou de reconnaître la vérité, il est passé directement en mode gestion de crise. Il était maintenant debout, le visage rouge d'un mélange de colère et d'humiliation, me montrant du doigt comme si j'étais celle qui avait commis une trahison impardonnable. Arya, tu es en train de tout détruire. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand je t'ai demandé de t'excuser. Tu as déformé ce que je t'ai demandé de faire. Tu as sorti des conversations privées complètement de leur contexte, et tu les utilises comme des armes pour blesser des gens qui n'ont rien fait de mal. Sa voix s'est brisée de désespoir alors qu'il essayait de recadrer toute la situation, essayant de faire passer ma vérité pour de la manipulation ou de la vengeance plutôt que pour de la simple honnêteté. Il s'est tourné vers Elia avec les paumes vers le haut dans un geste apaisant, essayant de sauver quelque chose des décombres. Écoute, Elia, tu dois comprendre. Scarlett et moi sommes des amis proches depuis l'université. Nous avons une histoire ensemble. Oui, peut-être que nous parlons plus que des amis typiques. Peut-être que nous sommes plus connectés émotionnellement que certaines personnes pourraient le juger approprié. Mais rien de physique ne s'est jamais passé entre nous. Nous n'avons jamais franchi cette ligne. La jalousie d'Arya a complètement déformé une amitié proche. Mais Elia n'écoutait pas le récit révisé de Mason. Il faisait toujours défiler mon téléphone, lisant message après message où Mason et Scarlett franchissaient des limites qu'aucune explication ne pouvait justifier. Son expression devenait de plus en plus froide et fermée à chaque écran. Il est dit ici que tu lui as acheté un foulard de créateur pour son anniversaire, a dit Elia tranquillement, lisant les reçus par email que j'avais inclus. $250, et du vin cher pour sa promotion. Des fleurs envoyées à son bureau. Il a levé les yeux vers Scarlett. Tu m'as dit que ces fleurs venaient d'un client reconnaissant. Les larmes de Scarlett coulaient maintenant librement. Elia, je peux expliquer. Combien? Elia l'a coupé. Combien d'argent Mason a-t-il dépensé pour toi au cours des 3 dernières années alors que tu me disais que nous devions être plus prudents avec notre budget? Les tentatives de Mason de contrôler le récit s'effondraient en temps réel. Les preuves parlaient plus fort que ses déviations, et Elia était clairement quelqu'un qui faisait plus confiance aux faits qu'aux explications. Je me suis levé lentement, lissant ma robe bleu marine et prenant mon sac à main pendant que Mason continuait ses explications désespérées à un public qui avait cessé d'écouter. Le moment était venu pour moi de partir, de m'éloigner de l'explosion que j'avais déclenchée et de la laisser consumer ce qui restait. J'ai regardé Mason directement,
croisant son regard pour ce qui serait probablement la dernière fois avec une quelconque intimité ou connexion entre nous. Tu as exigé que je m'excuse d'avoir dit la vérité. Je viens de le faire. Tu m'as dit de le faire devant Elia. C'est fait. Tu m'as menacé de divorce si je n'obéissais pas. Eh bien, Mason, considère ceci comme ma réponse à cette menace. Puis je me suis tourné vers Elia, dont l'expression s'était transformée en quelque chose de complexe. Une gratitude douloureuse mêlée de dévastation. De la colère face à la trahison mêlée de soulagement d'avoir enfin la preuve qu'il n'était pas fou. Je vous ai envoyé des copies de tout à votre adresse email. Toutes les captures d'écran, tous les relevés financiers, toutes les preuves dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées concernant votre mariage. Vous méritez de connaître la vérité, et je suis sincèrement désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Mason m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Sa prise était assez forte pour faire mal, ses doigts s'enfonçant dans ma peau avec une force désespérée. Sa voix était passée de la colère à la supplication, prenant cette qualité désespérée de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer et qui s'agrippe à n'importe quelle prise pour arrêter la chute. Tu ne peux pas simplement partir. Nous devons en parler. Arya, s'il te plaît. Tu es ma femme. Nous pouvons surmonter ça si tu te calmes et que tu es raisonnable. J'ai retiré mon bras avec plus de force que prévu, laissant des marques rouges là où ses doigts avaient été. J'ai croisé son regard une dernière fois. Non, Mason, tu dois parler à ton avocat parce que j'en ai fini d'être l'épouse compréhensive dans un mariage à trois où j'étais toujours la personne la moins importante. Je me suis dirigé vers la porte sans regarder en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre Scarlett sangloter, son sang-froid soigneusement entretenu complètement détruit. Je pouvais entendre les questions froides d'Elia continuer, sa voix contrôlée mais portant ce courant de fureur sous-jacent. Je pouvais entendre les tentatives de plus en plus désespérées de Mason pour expliquer, pour justifier, pour sauver d'une manière ou d'une autre quelque chose des décombres. Mais rien de tout cela n'était plus mon problème. Je suis sorti dans l'air frais d'octobre et j'ai refermé la porte derrière moi, étouffant les bruits de leur mariage en implosion. La rue de banlieue était calme, paisible, en contradiction totale avec la dévastation que je venais de laisser derrière moi. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appelé un VTC, mes doigts tâtonnant sur l'écran. Le chauffeur est arrivé en 10 minutes. Je suis monté à l'arrière et je lui ai donné mon adresse, puis j'ai passé tout le trajet de 30 minutes à regarder par la fenêtre les rues de banlieue défiler, les maisons avec des lumières allumées et des familles à l'intérieur. Des gens vivant leur samedi soir normaux, complètement inconscients que dans une maison d'apparence similaire, 4 vies venaient d'exploser d'une manière qui ne pouvait pas être réparée. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir coupable de la dévastation que j'avais causée. J'avais détruit mon propre mariage, oui, mais j'avais aussi détruit celui de Scarlett et Elia. J'avais humilié Mason et Scarlett publiquement. J'avais donné à Elia des informations qui le hanteraient probablement pendant des années. Mais surtout, je me sentais soulagé, comme si j'avais finalement cessé de porter un poids que je n'avais pas réalisé qu'il m'écrasait depuis si longtemps. Quand le VTC m'a déposé à notre immeuble, j'ai traversé le hall et je suis monté à notre étage, ayant l'impression de me déplacer dans un monde différent de celui que j'avais quitté ce matin-là. J'ai déverrouillé notre porte et je suis entré, et immédiatement l'espace m'a semblé différent, plus léger, en quelque sorte, moins suffocant. Les affaires de Mason étaient partout. Sa veste sur le crochet près de la porte. Ses chaussures alignées près de l'entrée. Son ordinateur portable toujours sur le bureau où j'avais tout découvert. Mais tout cela semblait maintenant temporaire, comme des artefacts d'une vie qui était déjà terminée. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur notre canapé dans l'appartement silencieux, et je me suis laissé sentir tout le poids de ce qui allait suivre. Je suis resté assise sur ce canapé, sirotant mon vin et attendant. Une partie de moi se demandait si Mason rentrerait du tout ce soir-là, ou s'il resterait chez Scarlett, essayant de sauver ce qui restait de leur relation fantasmée maintenant qu'elle avait été exposée à la dure réalité. Mais un instinct plus profond me disait qu'il reviendrait, ne serait-ce que pour essayer une fois de plus de contrôler le récit. Sa clé a tourné dans la serrure à 23h47. J'avais regardé l'horloge, notant chaque heure qui passait, existant dans cet étrange état suspendu entre l'épuisement et l'hyperconscience. La porte s'est ouverte et Mason est entré. Et l'homme qui est entré dans notre appartement ne ressemblait en rien au mari confiant qu'il avait quitté 5 heures plus tôt. Son visage était ravagé, les yeux rouges et gonflés de ce qui devait être des pleurs, bien que je n'ai jamais vu Mason pleurer, sauf à notre mariage.
Ses cheveux étaient en bataille aux endroits où il s'était clairement passé les mains dedans à plusieurs reprises. Sa chemise était froissée et partiellement sortie du pantalon. Il ressemblait à quelqu'un qui avait vieilli de 10 ans en une soirée. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, me fixant un long moment. Puis il a refermé la porte derrière lui avec un contrôle prudent et est entré dans le salon. L'expression de son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de dévastation et de fureur, de chagrin et de rage, tous en compétition pour la domination sur ses traits. « Comment as-tu pu faire ça ?» Sa voix est sortie brute, dépouillée de son ton confiant habituel. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça ? Détruire mon amitié ? Partager des conversations privées que tu n'avais pas le droit de voir en premier lieu. » J'ai pris une autre gorgée de vin et je n'ai rien dit. J'avais dit tout ce qui devait être dit chez Scarlett. Maintenant, c'était au tour de Mason de faire face aux conséquences. Il a commencé à faire les 100 pas, ses mouvements saccadés et agités. « Tu as violé ma vie privée. Tu as fouillé dans mes fichiers personnels, lu mes messages privés, puis tu les as utilisés comme des armes pour blesser des gens qui n'ont rien fait de mal. Comprends-tu ce que tu as fait ? Tu as détruit 2 mariages parce que tu ne pouvais pas supporter que j'aie une amitié proche. » C'était la phase de la colère. Je l'ai reconnu grâce aux articles que j'avais lus sur la façon dont les gens réagissent lorsqu'ils sont pris en flagrant délit d'adultère. Nier, dévier, attaquer. Faire de la personne qui a découvert la trahison le méchant. Je l'ai laissé faire les 100 pas et fulminer pendant 20 minutes, passant en revue des accusations sur ma jalousie, mon insécurité et mon incapacité à faire confiance. Puis il a changé de stratégie, s'asseyant sur le fauteuil en face de moi, les coudes sur les genoux, les mains jointes dans une posture qui suggérait la vulnérabilité et le remords. « Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, » a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant, plus raisonnable. Peut-être que Scarlett et moi sommes devenus trop proches. Peut-être que je n'ai pas fixé de limites appropriées. Mais nous pouvons surmonter ça, Arya. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Je mettrai de la distance entre moi et Scarlett. Tout ce dont tu as besoin. Notre mariage vaut la peine de se battre. C'était la phase de la négociation. Promettre le changement, offrir des concessions, essayer de négocier une voie à suivre qui minimiserait ses pertes. J'ai posé mon verre de vin et je l'ai regardé directement. Mason, je demande le divorce. Son visage a subi une autre évolution rapide d'expression. Le choc d'abord, comme s'il n'avait sincèrement pas envisagé cette possibilité, puis le calcul, passant probablement en revue les options de gestion des dommages, puis la manipulation. Ses traits se sont arrangés en une confusion blessée. « Tu surréagis » a-t-il dit, sa voix prenant ce ton condescendant que je connaissais si bien. « Tu es émotive en ce moment, ce qui est compréhensible, mais détruire notre mariage pour une amitié que tu as mal interprétée n'est pas la solution. Tu laisses tes insécurités ruiner quelque chose de bien. C'est exactement ce que j'essayais de t'aider à surmonter. Et c'était ça. Même maintenant, même pris avec des preuves irréfutables de sa liaison émotionnelle, Mason essayait d'en faire ma faute. Mon insécurité, ma mauvaise interprétation, mon incapacité à gérer des relations adultes matures. Je me suis levé et je suis allé dans notre chambre sans un mot de plus. Fermant et verrouillant la porte derrière moi. J'ai entendu Mason m'appeler. Je l'ai entendu essayer la poignée de la porte. Je l'ai entendu passer une autre heure à faire les 100 pas dans le salon. Vers 2 heures du matin, je l'ai entendu s'installer enfin sur le canapé, probablement trop épuisé pour continuer à jouer la comédie. Le lendemain matin, il a essayé une autre approche. Le mari blessé qui voulait juste sauver son mariage. Il s'est fait porter malade au travail et a passé toute la journée à me suivre dans notre appartement, essayant d'engager des conversations sur la reconstruction de la confiance et l'avancement ensemble. Mais j'en avais fini. Fini de me battre, fini d'expliquer, fini d'accepter la responsabilité des trahisons des autres. Le mardi matin, exactement une semaine après avoir fait exploser nos vies chez Scarlett, j'ai appelé Victoria Brennan. J'avais obtenu son nom d'un collègue qui avait traversé une situation similaire et qui avait fait l'éloge de son approche stratégique des divorces difficiles. Victoria avait la réputation d'être minutieuse, intransigeante et totalement insensible aux conjoints qui essayaient de manipuler les procédures par la manipulation et le rejet de la faute. Son bureau était au centre-ville, dans l'un de ces immeubles modernes avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ville. Victoria elle-même avait la cinquantaine, habillée de manière professionnelle d'une manière qui suggérait qu'elle prenait son travail au sérieux.
Elle avait des yeux vifs qui ne manquaient rien et une manière directe que j'ai trouvée immédiatement rassurante. Notre première consultation a duré 2 heures. Je lui ai tout montré. Les captures d'écran organisées chronologiquement, les relevés de cartes de crédit montrant le schéma des déjeuners secrets, les photos, les reçus par email pour les cadeaux que Mason avait achetés à Scarlett. Victoria a examiné chaque élément de preuve avec une intensité concentrée, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette, posant des questions de clarification sur les dates et le contexte. Quand elle a eu fini d'examiner tout, elle s'est adossée à sa chaise et m'a donné son évaluation avec le genre d'honnêteté directe dont j'avais désespérément besoin. Les liaisons émotionnelles sont plus difficiles à prouver que les liaisons physiques dans les procédures de divorce, mais la documentation que vous avez compilée est exceptionnellement complète. Cela montre un schéma clair de tromperie s'étalant sur des années, des preuves financières de ressources détournées en dehors du mariage, et une communication qui franchit les limites appropriées. Nous pouvons absolument utiliser cela. Elle a exposé sa stratégie recommandée. Demander le divorce pour faute conjugale basée sur l'infidélité émotionnelle. Pousser pour un règlement favorable compte tenu du schéma de tromperie documenté de Mason et du préjudice émotionnel qu'il avait causé. Être prête à ce que Mason prétende que j'avais violé sa vie privée en accédant à son ordinateur portable, mais contrer que j'avais découvert les preuves accidentellement en utilisant son ordinateur à des fins de travail légitimes et que le contenu de ce que j'avais trouvé justifiait une enquête plus approfondie. Il essaiera de faire de vous la méchante, a dit Victoria avec la confiance de quelqu'un qui avait vu ce scénario exact se dérouler des dizaines de fois. Il prétendra que vous êtes jalouse, vindicative, incapable de gérer ses amitiés. Il essaiera de recadrer sa liaison émotionnelle comme une proximité innocente que vous avez mal interprétée. Ne le laissez pas faire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je l'ai engagé sur le champ. 2 semaines après les excuses explosives chez Scarlett, j'ai reçu un email qui m'a surprise. L'expéditeur était Elia Pierce, et l'objet était simplement « Merci ». Je l'ai ouvert avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Le message expliquait qu'Elia avait demandé le divorce le lundi suivant notre confrontation. Armé des preuves que j'avais fournies, il a écrit sur des années à soupçonner que quelque chose n'allait pas, mais à se convaincre qu'il était paranoïaque. Que l'amitié de Scarlett avec Mason était innocente, même quand son instinct criait le contraire. Mes excuses lui avaient donné à la fois validation et preuve. Les preuves que j'avais compilées avaient rendu impossible pour Scarlett de nier ou de minimiser ce qui s'était passé. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café un de ces jours, en précisant soigneusement que ce n'était rien de romantique ou de compliqué. Il voulait juste parler avec quelqu'un qui comprenait exactement ce que c'était que d'être la 3e priorité dans son propre mariage. D'être manipulé pour douter de ses propres perceptions pendant que son conjoint entretenait une relation inappropriée juste devant soi. J'ai accepté de le rencontrer, curieuse de cet homme calme que j'avais à peine connu malgré des années de rassemblements sociaux forcés lors d'événements en couple. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville un mercredi après-midi. Elia avait l'air différent de ce que j'avais jamais vu. L'épuisement résigné qui avait toujours caractérisé son expression lors des fêtes avait disparu, remplacé par quelque chose de plus solide et présent. Il ressemblait à quelqu'un qui avait finalement cessé de porter un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Notre conversation a coulé facilement d'une manière que je n'avais pas prévue. Il n'y avait pas besoin de prétexte ou de performance. Nous nous étions déjà vus tous les deux dans nos pires moments, avions tous deux été publiquement humiliés dans le même salon, avions tous deux découvert que nos instincts avaient eu raison depuis le début. Elia m'a parlé d'années à regarder le visage de Scarlett s'illuminer lorsque Mason appelait ou envoyait un SMS. D'exprimer son malaise avec leur amitié et de s'entendre dire qu'il était trop sensible, trop jaloux, incapable de gérer des relations adultes matures. De l'érosion lente de la confiance qui se produit lorsque quelqu'un vous fait constamment douter de vos propres perceptions tout en maintenant que c'est vous qui avez le problème. C'était comme écouter mes propres expériences se refléter sous un angle différent. Nous avions vécu des cauchemars parallèles dans nos mariages respectifs, tous deux manipulés et manipulés par des personnes qui prétendaient nous aimer tout en donnant la priorité à leur liaison émotionnelle. Grâce à des amis communs et à une observation occasionnelle des médias sociaux au cours des mois suivants, j'ai appris que Mason et Scarlett avaient essayé de construire une vraie relation après que les 2 divorces aient été engagés. La prévisibilité de la chose était presque drôle. Une fois que leur connexion n'était plus interdite ou secrète, une fois qu'ils ont dû faire face à la logistique réelle d'une relation au lieu de moments émotionnels volés et de SMS nocturnes, le fantasme s'est effondré sous le poids de la réalité banale. Ils ont duré exactement 4 mois. Des amis communs ont signalé des tensions croissantes presque immédiatement.
Scarlett aurait eu du mal avec la situation financière de Mason après que les règlements de divorce l'aient laissé à court d'argent. Mason a découvert que le besoin constant d'attention et de validation de Scarlett, qui avait semblé attachant lorsqu'il lui était adressé à distance par des messages soigneusement sélectionnés, devenait épuisant lorsque c'était sa responsabilité à plein temps de le gérer. La relation qui avait semblé si spéciale et profonde lorsqu'elle était menée par SMS et déjeuners secrets s'est avérée être principalement une illusion lorsqu'elle a été forcée dans l'existence quotidienne. Ils se sont séparés tranquillement sans l'explosion dramatique qui avait marqué la fin de leur mariage. Juste un triste pétard mouillé qui a prouvé ce que je soupçonnais depuis le début. Ce qu'ils avaient n'était pas de l'amour ou une connexion profonde. C'était le frisson des liaisons émotionnelles et la validation d'être la priorité secrète de quelqu'un. Le fait de savoir que la relation de Mason et Scarlett avait implosé de manière si spectaculaire après tout ce qu'ils avaient risqué m'a donné un étrange sentiment de clôture. Pas de satisfaction exactement, bien qu'il y ait eu un élément de justification, mais plutôt la confirmation que mes instincts avaient été corrects depuis le début. Ce qu'ils avaient eu n'était pas la connexion profonde et transcendante que Mason avait si farouchement défendue. C'était du fantasme et de l'évasion déguisée en amitié, et cela n'a pas pu survivre à l'exposition à la réalité ordinaire. 6 mois après cette soirée explosive du samedi chez Scarlett, j'étais assise dans le bureau du centre-ville de Victoria en train de signer les derniers papiers du divorce. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers ses fenêtres allant du sol au plafond, projetant de longues ombres sur la table de conférence polie où les documents étaient étalés en piles bien rangées. Victoria avait négocié un règlement plus favorable que ce à quoi je m'attendais. Mason a accepté de partager nos économies à parts égales, de me laisser garder l'appartement puisque le bail était à mon seul nom, et même de payer la moitié de mes frais de justice. Victoria soupçonnait que sa générosité inhabituelle venait de son désir de mettre fin rapidement à la procédure avant que plus de détails sur sa relation avec Scarlett ne deviennent publics. Ses collègues et sa famille posaient déjà des questions inconfortables sur la raison de la fin de son mariage. Prolonger le divorce n'inviterait qu'à plus de surveillance qu'il ne pouvait se permettre. J'ai signé mon nom page après page, regardant ma signature me transformer légalement en simple Aria Montgomery. Pas de nom composé, pas de liens légaux avec Mason, sauf ces derniers documents qui seraient classés dans une archive de palais de justice. Chaque signature ressemblait à la fermeture d'une porte que j'essayais de fermer depuis des mois, mais qui restait coincée par les tentatives de réconciliation et de manipulation de Mason. Quand j'ai signé la dernière page, Victoria a souri et m'a tendu la main. « Félicitations, vous êtes officiellement divorcé. » J'ai serré sa main, j'ai rassemblé mes copies des documents et je suis sorti de son bureau avec un dossier qui mettait officiellement fin à un chapitre de ma vie et en commençait un autre. Je m'attendais à ce que ce moment soit plus lourd, plus triste. Je m'attendais à au moins un écho de chagrin pour le mariage auquel j'avais cru, l'avenir que j'avais planifié, l'amour que je pensais que nous partagions. Au lieu de cela, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais enfin enlevé un lourd manteau d'hiver que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de bouger librement. Le soleil de l'après-midi semblait plus brillant alors que je me dirigeais vers ma voiture, plus chaud sur ma peau, porteur du genre de promesse qui vient avec de véritables nouveaux départs. Mes rencontres hebdomadaires pour un café avec Elias s'étaient poursuivies tout au long de la procédure de divorce. Ce qui avait commencé comme un soutien mutuel entre deux personnes ayant survécu à des trahisons similaires s'est progressivement transformé en quelque chose de plus compliqué et d'intéressant. Nous nous rencontrions tous les mercredis après-midi dans le même café du centre-ville, un petit endroit avec des meubles dépareillés et des œuvres d'art locales sur les murs. Au début, nos conversations tournaient autour du traitement du traumatisme que nous avions vécu. Nous avons comparé nos notes sur les tactiques de manipulation que nos conjoints avaient utilisées, échanger des histoires sur les signaux d'alarme que nous avions ignorés, et trouver du réconfort à être compris par quelqu'un qui avait vécu le même cauchemar spécifique. Mais vers le 3e mois, j'ai remarqué que nos conversations changeaient. Nous parlions moins de la douleur passée et plus de la vie présente et des possibilités futures. Elia a mentionné une promotion à son cabinet comptable qui s'accompagnait de nouvelles responsabilités qu'il trouvait vraiment excitantes. J'ai parlé d'un client de design indépendant qui m'a donné une liberté de création que je n'avais pas connue depuis des années, me laissant expérimenter des concepts que j'avais été trop prudente pour essayer auparavant. Nous avons découvert des intérêts communs qui n'avaient rien à voir avec nos mariages ratés. Nous aimions tous les deux les vieux films en noir et blanc des années entre 40 et 50, le genre avec des dialogues intelligents et une cinématographie qui ressemblait à de l'art. Nous préférions tous les deux les sentiers de randonnée un peu difficiles à trouver. Ceux qui nécessitaient des recherches et des efforts, mais qui vous récompensaient par la solitude et des vues que les sentiers plus populaires ne pouvaient pas offrir.
Nous apprécions tous les deux les matins calmes où le silence était confortable au lieu d'être gênant, où vous n'aviez pas besoin de remplir chaque instant de conversation. Un mercredi après-midi au début du printemps, Elia a suggéré que nous nous rencontrions pour dîner au lieu d'un café. La façon dont il a demandé a clairement indiqué que c'était une invitation différente, un passage d'un soutien amical à quelque chose de plus intentionnel. Il y a un nouveau restaurant italien qui a ouvert au centre-ville, a-t-il dit, sa voix portant une pointe de nervosité que j'ai trouvée attachante. J'ai pensé que nous pourrions l'essayer ensemble. Si ça t'intéresse. J'ai regardé cet homme calme qui avait survécu à la même trahison que moi, qui comprenait sans explication ce que c'était que d'être manipulé par quelqu'un en qui on avait confiance. Nous étions tous les deux méfiants à l'idée de nous lancer dans quelque chose de sérieux. Tous deux porteurs de blessures qui prendraient du temps à guérir. Mais nous avions construit quelque chose d'honnête entre nous au cours de ces mois de conversation du mercredi après-midi. Une fondation basée sur la vérité au lieu de l'illusion, sur une compréhension sincère au lieu du fantasme. J'aimerais bien, ai-je dit. Nous avons pris les choses lentement, tous deux conscients que la confiance se reconstruit progressivement après avoir été complètement démolie. Mais la fondation semblait différente cette fois. Solide d'une manière que mon mariage avec Mason n'avait jamais été. J'ai rencontré Mason de manière inattendue un samedi après-midi, environ 8 mois après la finalisation de notre divorce. J'étais dans le rayon des fruits et légumes de l'épicerie, en train de prendre un sac de pommes biologiques, quand une autre main a atteint le même sac exactement au même moment. Nous avons tous les deux reculé, commencé à nous excuser, puis nous nous sommes reconnus. Mason avait l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu, plus âgé, en quelque sorte plus usé. De nouvelles rides s'étaient formées autour de ses yeux et de sa bouche, le genre qui vient du stress et des réalisations difficiles plutôt que du rire. Ses cheveux avaient plus de gris. Il avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Plutôt comme s'il avait cessé de se soucier des repas réguliers. Nous sommes restés là, maladroitement, un moment, tenant tous les deux des légumes que nous ne voulions plus. Ni l'un ni l'autre ne sachant quel était le protocole pour les rencontres inattendues avec des ex-conjoints dans les rayons des fruits et légumes. « Aria » a-t-il finalement dit. « Comment vas-tu » J'ai gardé ma réponse simple et honnête. « Je vais bien. Je travaille sur des projets de design intéressants, j'apprécie l'appartement, je construis une vie qui me convient. » Mason a hoché la tête, quelque chose qui aurait pu être un bonheur sincère traversant son visage. « Je suis content que tu ailles bien. » Il avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus significatif, luttant avec des mots qui ne se formaient pas tout à fait. Finalement, il a parlé doucement, presque trop bas pour que je l'entende par-dessus le bruit ambiant de l'épicerie. J'ai fait des erreurs, beaucoup. J'ai mal géré notre mariage. J'aurais aimé écouter quand tu as essayé de me dire la vérité sur ma relation avec Scarlett. L'excuse était réelle. Je pouvais l'entendre, mais elle est arrivée bien trop tard pour changer quoi que ce soit entre nous. Certaines choses ne peuvent pas être dédites. Certains dommages ne peuvent pas être réparés. J'ai apprécié la reconnaissance, mais je n'ai rien ressenti au-delà de cela. Plus de colère, plus de blessures, juste la reconnaissance que c'était une personne que je connaissais autrefois qui m'avait appris des leçons importantes sur les limites et la confiance en soi. J'apprécie que tu dises ça, ai-je répondu. Il y a eu une pause. Puis j'ai demandé, parce qu'une partie de moi était curieuse de savoir comment leur histoire s'était terminée. Comment va Scarlett ? L'expression de Mason s'est immédiatement fermée, son visage se refermant d'une manière qui m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Nous avons rompu il y a des mois. Il s'avère que ce que nous avions ne s'est pas bien traduit en une relation réelle une fois que ce n'était plus secret. Il a ri sans humour. Je vis dans un studio de l'autre côté de la ville, je travaille sur mon propre processus pour découvrir qui je suis en dehors du fantasme que j'entretenais. Nous nous sommes séparés cordialement après cela. Tous deux conscients que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Ils peuvent seulement être reconnus comme faisant partie du paysage qui nous a façonnés en qui nous devenons ensuite. Aujourd'hui, je vis dans un appartement qui ne porte plus aucune trace de Mason ou de notre mariage. J'ai entièrement redécoré après la finalisation du divorce, effaçant les rappels visuels et les remplaçant par des choix qui ne reflètent que mes goûts et préférences. Les étagères contiennent des romans que je veux vraiment lire plutôt que des titres impressionnants que Mason pensait que nous devrions exposer. Les murs présentent des œuvres d'artistes locaux dont le travail me parle plutôt que des pièces choisies pour impressionner les invités. Le mobilier est agencé pour mon confort et ma vie quotidienne plutôt que pour recevoir des couples que je n'ai jamais voulu accueillir. Le silence ici n'est pas solitaire.
Il est paisible. Leçon d'une vie retrouvée, de limites respectées, de vérités dites sans excuse. Elia et moi prenons toujours les choses lentement. Reconstruisant toujours la confiance qui a été démolie dans nos mariages précédents. Mais ce que nous construisons semble différent cette fois. Honnête au lieu d'être joué, basé sur le respect au lieu de la manipulation, construit entre deux personnes qui comprennent la valeur de la vérité parce que nous avons tous deux payé le prix de vivre dans le mensonge. Je pense parfois à cette nuit-là, à ces excuses explosives qui ont fait exploser plusieurs vies dans le salon soigneusement mis en scène de Scarlett. Une partie de moi se demande encore si j'aurais pu gérer cela différemment, de manière plus privée avec moins de dévastation publique pour toutes les personnes impliquées, mais surtout, je comprends que certaines vérités doivent être dites à voix haute. Elles doivent être vues par tous ceux qui ont été affectés par les mensonges. Mason voulait que je m'agenouille et que je m'excuse d'avoir blessé les sentiments de Scarlett. Je lui ai donné exactement ce qu'il demandait. J'ai juste fait en sorte que les excuses révèlent toutes les vérités inconfortables qu'il s'était tant efforcé de cacher. La morale s'est clairement cristallisée au cours de ces mois de reconstruction. Ne forcez jamais une femme qui dit la vérité à s'excuser, car les femmes comme moi ne s'excusent pas de voir clair. Nous nous excusons d'être restées silencieuses trop longtemps. Et quand nous parlons enfin, nous brûlons tous les mensonges soigneusement construits. Mason a appris trop tard que forcer quelqu'un à s'excuser n'est une victoire que si vous contrôlez ce pourquoi il s'excuse. Je ne me suis pas incliné devant la vérité. Je l'ai utilisée comme une arme. Et ce faisant, j'ai retrouvé ma vie, ma dignité et ma compréhension que parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire est de refuser de faire semblant plus longtemps. Le silence dans lequel je vis maintenant n'est pas le silence de la soumission. C'est le silence de la paix qui vient après que vous ayez finalement cessé de porter les mensonges des autres et commencé à vivre dans la lumière claire et vive de votre propre vérité. Si cette histoire de vérité calculée et de vengeance puissante vous a complètement captivé, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Arya s'est agenouillée comme pour présenter des excuses humbles, puis a révélé toutes les vérités cachées sur la liaison émotionnelle de Mason et Scarlett devant leurs deux conjoints. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de justice et de vérité comme celle-ci.